Les vraies voix, Frédéric Brindel. Nous comptons sur vous. Vous pouvez intervenir au 0826 300 300. Déjà, vous savez que nous avons une montre Kelton à vous offrir ce soir. Donc, nous choisirons. Et puis, vous pouvez aussi participer à la consultation. Les questions débat. Le premier débat, il arrive. Enquête policière. Faut-il généraliser les tests ADN? Parce que au moment où le pôle Cold Case dédié aux affaires criminelles non résolues ouvre ses portes à Nanterre, les enquêteurs de la police s'arrachent les cheveux. Enquête, on relève les traces d'ADN laissées par l'agresseur. On est d'accord. L'ADN, véritable carte d'identité de chaque corps humain. Soyons clairs, si par exemple on relevait l'ADN chez chaque détenteur de carte d'identité, on éluciderait tout de suite toutes les enquêtes criminelles si tant est que le coupable laisse des traces, puisque tout le monde serait identifiable. Mais évidemment, et les avocats qui sont présents sur ce plateau vous diront que pour des raisons de liberté humaine, c'est impossible. Mais en France, la protection du citoyen rend la complexité plus grande. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, va plus loin. Nous sommes le seul pays à le faire. Que se passe-t-il? Encore une fois, je vais être très clair avec vous et je prends un exemple anecdotique. On ne peut conserver que 5 marqueurs sur 20 possibles des ADN récupérés au fil bien souvent d'interpellations. C'est la loi. On ne peut que 5 sur 20. C'est pas exactement le chiffre, mais c'est un rapport de force. Les ADN sont fichés dans la base FNAEG. Aussi, l'enquêteur qui détient l'ADN du tueur dans un crime va convoquer sur commission rogatoire, Philippe Bilger sait très bien ce que c'est, par exemple 150 personnes aux 5 marqueurs communs, 150 possibles suspects. Pour chacun de ces suspects, il va décliner l'identité de toute sa descendance, comme un ADN commun et regroupe une famille. Donc l'enquêteur se retrouve vite avec des milliers de noms sur qui il fait une enquête. C'est un casse-tête incroyable, du temps de perdu et un coût financier démentiel, sachant que si on pouvait conserver les 20 marqueurs sur 20 de cet ADN, on n'aurait qu'un seul ADN à traiter. Bien sûr, celui-ci fait partie du fichier FNAEG. Donc, il s'agirait dans ce cas-là de mener l'enquête sur une famille et une seule, soit une trentaine de personnes, au lieu de milliers bien souvent aujourd'hui. La résolution de l'enquête serait très rapide, l'efficacité de la police optimisée. Vous avez bien compris le problème. Aujourd'hui, un homme qui est chercheur à l'INSERM, généticien, milite pour le développement, pour la vulgarisation de ces tests ADN. Bonsoir Guillaume Vogt. Bonsoir. J'ai voulu une vraie présentation, mais alors de béotien, didactique. J'ai voulu vraiment prendre le temps pour qu'on comprenne la problématique. Cette problématique, vous nous confirmez, cher Guillaume Vogt, qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est comme si on faisait rien pour le relevé d'ADN. Pas exactement, puisque le FNAEG a été créé dans certaines conditions. Donc, alors, je ne suis pas militant. J'ai juste croisé cette thématique avec un policier sur une affaire criminelle. Et donc, en fait, le FNAEG a été créé dans les années 2000 pour répondre pour éviter des récidives de viol. C'est-à-dire, pour des multirécidivistes, on prenait que les violeurs. Ensuite, on va dire que vers 2001-2002, ça a été élargi pour les crimes graves. Oui, c'était le choix de Nicolas Sarkozy, je crois. Hein. Oui, peut-être. On est arrivé dans les 4000 personnes dans le fichier et c'est en 2003. 2004 qu'on a décidé d'élargir pour tout délit sur des biens ou sur des personnes. Donc une personne qui fait un cambriolage, une personne qui fait de la dégradation était rentrée dans le fichier FNAEG avec à la clé à peu près 1 an à 2 ans de prison si on refuse de le faire et 15 à 30 000 euros d'amende pour les gens qui le refusaient. Et c'est comme ça qu'en 2018, aujourd'hui, on est arrivé à peu près à 3 millions de personnes. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Le point, c'est que, c'est pas 5 ou 6 marqueurs, c'est dizaines, 20 marqueurs qu'on a. C'est que c'était fait pour identifier justement des personnes récidivantes. Et le gros problème, c'est qu'en élargissant ça à des millions de personnes, on n'a pas augmenté le nombre de marqueurs. Et évidemment, je pense que ça devait être une volonté de la CNIL, ce fichier se devait être non discriminant. C'est-à-dire, on ne devait pas choisir des régions qui pouvaient donner une maladie génétique ou des choses comme ça. Donc on a choisi des petites régions qui riment à rien, on va dire, mais qui sont des petites répétitions. Et à chaque position, vous en avez 2, moi j'en ai 15, un autre en a 17.
On refait ça 15-17 fois et c'est comme ça qu'on réussit à avoir l'empreinte de son papa, l'empreinte de son maman, à une position on a 15 et 2, à une autre position on a 3 et 8, et puis vous avez 18 et 5 et 4 et 5. Donc c'est comme ça qu'on réussit à discriminer. Mais dans le cas de l'enquête policière, le fait qu'il y ait des restrictions, je le disais, c'est terrible pour les enquêteurs parce que ça devient un puzzle irréalisable. C'est pas si simple. On ne fait pas directement une analyse génétique. Il faut quand même avoir fait pas mal de recours et utiliser pas mal de choses. C'est ce que m'ont expliqué les brigadiers, qu'il faut quand même avoir travaillé beaucoup pour faire une demande d'empreinte génétique. Et une fois qu'on a l'empreinte génétique, dans le cas où l'empreinte génétique est partielle, c'est là où vous marchez sur la tête, c'est que vous n'avez pas tous les nombres de marqueurs, et comme vous n'avez pas tous les nombres de marqueurs et que vous avez 3 millions de personnes dans la banque, on va vous donner vulgairement 1000 personnes à aller, ou 150 personnes à aller enquêter sans savoir si on a une seule qui est bonne. Voilà. Ça, c'est le point qu'il faut bien expliquer aux auditeurs, c'est que dans les tests génétiques à l'étranger qu'on fait, où il y a à peu près 500 000, 1 million de points, quand vous avez plus de 0,7% d'ADN qui correspond, vous êtes pratiquement certain que cette personne est de votre famille. D'accord ? C'est-à-dire que si on prenait l'ADN, une empreinte plus que partielle, quand on parle d'une empreinte partielle, ça peut être juste à 50%. Là, je vous dis, si on comparait l'ADN de ces criminels aux biobanques publiques, eh bien, si jamais on avait un match à 1%, on est sûr que cette personne-là appartient à un arbre de la famille. D'accord ? À ce moment-là, les enquêteurs peuvent justement faire des enquêtes sur les cousins, les petits cousins, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'ils étaient là, à l'endroit des faits, etc., et remonter à un groupe de personnes qui étaient compatibles au moment du délit pour justement faire des prélèvements ADN et les comparer et confondre éventuellement l'accusé. Donc ça, c'est intéressant et c'est ce qu'on appelle la généalogie génétique. On peut faire ça quand on a des milliers et des milliers de marqueurs. Or, le FNAEG, on n'a qu'une dizaine, vingtaine, je sais pas, je crois qu'ils ont augmenté récemment, et à cause de ça, on ne peut pas faire de généalogie génétique. Donc ce fichier qui se voulait pas être discriminant l'est devenu énormément, parce qu'en fait, il est juste capable de montrer que vous avez récidivé, ou alors de partir du principe que on va vous identifier parce que votre papa est dans la biobanque, ou que votre fils est dans la biobanque. D'ailleurs, c'est l'affaire Kulik. L'affaire Kulik, en fait, c'est une personne qui s'est fait avoir parce que son papa était dans la biobanque. Et donc, on a pu remonter avec lui parce qu'on avait une empreinte totale et ce fichier a été dénaturé. Bon, Guillaume Vogt, vous restez avec nous. Nos vraies voix, évidemment, veulent réagir. Alors, évidemment, très au fait de cette question, Philippe Bilger. Très au fait, c'est vite dit, mon cher Frédéric, parce que j'ai été un avocat général, j'espère, opératoire aux assises, et bien sûr, je n'ai pu que me féliciter des affaires où l'ADN, évidemment, avait permis de manière indubitable l'incrimination de l'accusé. Mais j'ai eu peur quand Sud Radio a posé cette question. Je craignais qu'on soit confronté de nouveau à l'éternel problème de risque d'atteinte aux libertés. Heureusement, c'est pas le cas. Et notre invité, qui connaît parfaitement le sujet, a montré sur quelle piste on s'engageait. Je note tout de même, parce que je serais incapable d'élaborer un raisonnement aussi sophistiqué que le sien, c'est que, bien sûr, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu peur des atteintes aux libertés à partir du moment où un processus permettait d'assurer la sécurité de tous. C'est le premier point. Le deuxième, notre invité, je ne veux pas écorcher son nom, Guillaume Vogt, montre bien une sorte de retenue permanente française qui va un petit peu au début du chemin pour être efficace, mais qui n'ose jamais aller jusqu'au bout. Et c'est, je crois, une grande faiblesse française dans ce domaine-là, comme dans d'autres. On est toujours mi-chèvre, mi-chou, et ça, c'est dangereux. Alors que si on était totalement chèvre ou totalement chou, si j'ose cette comparaison un peu vulgaire, eh bien, on aboutirait à des résultats bien meilleurs pour la société. Oui, on est au cœur du problème, parce qu'en préparant cette émission, justement,
justement avec Guillaume Vogt, on a pu constater que notamment nos enquêteurs sont obligés de sous-traiter les tests ADN parce qu'on ne peut pas les faire, donc on les envoie au FBI et le FBI nous dit comme il n'y a pas assez de marqueurs, on peut pas avoir de réponse précise. Il y a une question au standard Guy de Paris. Bonsoir Guy. Bonsoir messieurs, merci encore pour cette belle émission. Merci bien. Vous avez une question donc pour Guillaume Vogt. Oui, comment contourner une bonne fois pour toutes ces associations, ces entités qui systématiquement, dans un but pas forcément louable, bloquent les situations, bloquent le travail de tout le monde finalement. Ouais. C'est permanent dans ce pays, on se met en grève pour un oui, pour un non, on fait appel à la confidence, à la liberté, à la protection de la liberté. Les empreintes digitales, jamais personne n'a récriminé contre la prise d'empreintes digitales sur la carte d'identité en plus. Vous avez besoin d'une carte d'identité, on fait une photo biométrique, d'accord ? Ouais. Sur le passeport, oui, le passeport biométrique. Oui, et puis sur la carte d'identité aussi, c'est comme ça maintenant. Donc, personne ne rechigne. Monsieur, vous voulez du travail, j'ai besoin de votre carte d'identité. Vous n'avez pas de carte d'identité? Non, monsieur, je vous donnerai pas de travail. Voilà. Alors, Guy, restez bien avec nous. Guillaume Vogt nous répond, parce que Guillaume Vogt travaille aussi dans le sens de faire avancer les choses. Guillaume Vogt. Alors, je vais essayer de répondre le plus d'un point de vue réglementaire. Tout repose globalement sur l'article 16.10 du Code civil. Vous avez l'existence de cet article qui vous dit qu'il y a une non-patrimonialité du corps humain. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas vendre et acheter d'organes humains. Et qu'est-ce qu'il y a dans le corps humain ? Il y a l'ADN. Oui. Et l'ADN est traité exactement comme une organe, on va dire. Donc, il est excessivement protégé. Et dans les différents articles qui suivent, en gros, vous avez 4 exceptions. Une exception qui est dans le cadre du soin, une autre exception qui est dans le cadre de la recherche, une autre exception qui est dans le cadre justement judiciaire, c'est ce dont on parle maintenant, et une 4e exception qui est vraiment mineure, c'est à l'étranger, la possibilité de faire des analyses ADN pour reconnaître les corps dans le corps de l'armée. Donc, vous avez cette loi à respecter. Et dans le cadre de cette loi, si jamais on fait quelque chose d'autre, ceux qui vont être responsables, globalement, ça va être la CNIL. Donc, la CNIL, elle, va interpréter la loi plus ou moins durement. Je veux dire, monsieur Bilger ne me contredira pas qu'il y a différentes façons d'interpréter la loi. Et la CNIL va l'interpréter le plus dur possible avec un maximum de précautions et une minimisation des données maximale. Parce que si jamais il y a un fichier qui se passe, si jamais il y a une fuite qui se passe, c'est elle qui est responsable. Et la CNIL est la seule responsable. Malheureusement, elle n'est pas politisée. Donc, ce n'est pas parce qu'un politique veut lui dire qu'il faut laisser passer qu'elle va le faire. Et c'est normal, ils veulent conserver leur travail et éviter de recommencer de sombres histoires de notre pays. Le point, malheureusement, c'est qu'ils sont là pour bloquer, et ensuite on a des personnes qui veulent avancer, comme en 2001, mais on ne va pas le faire intelligemment. C'est-à-dire que intelligemment, en 2001, quand on a augmenté le fichier, on aurait dû augmenter aussi le nombre de marqueurs. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir que c'est un fric monstre, c'est entre 150 € et 400 € par prélèvement à chaque fois. Vous avez 3 millions de personnes, donc on frôle le milliard. C'est qu'à chaque fois, on va jeter cet ADN. On va conserver que les marqueurs. Ça c'est un gâchis terrible, donc, ça. Ouais. Voilà, donc d'ores et déjà, il faut savoir que la première chose intelligente, au lieu de débattre pendant 6 ans, 10 ans, pendant que le monde entier fait ce qu'il veut et que nous, on est en train de pas avancer, c'est déjà de conserver ces ADN sans forcément les utiliser pour, si la loi change dans 5 ans ou 10 ans, pouvoir les analyser et faire de la généalogie criminelle. Alors, Guillaume Vogt, je termine juste. Oui, allez-y. Très regrettable, c'est que comme en France, on est bloqué sur des affaires parce qu'on ne retrouve pas les gens alors qu'on a des kilos et des kilos d'ADN, malheureusement, à cause de violeurs. On va demander justement à des entreprises étrangères d'analyser nos échantillons français. Incroyable. Banques étrangères, parce que nous, on n'a pas le droit de le faire. Et ça prend des années. Donc imaginez les problèmes que les familles ont à attendre ça. Ouais. Bon, alors Guillaume, dans un instant, on fait réagir à ce que vous dites parce que vous parliez de droit et nous avons la chance d'avoir maître Philippe Deveul avec nous. Je veux juste dire à Guy, le remercier, Guy de Paris. Vous me permettez de vous offrir une montre Kelton, les montres iconiques?
ben c'est gentil, oui, merci beaucoup. Allez, c'est pour vous. Au standard, on a vos coordonnées. C'est pour vous, c'est cadeau. Il y en avait une pour l'émission. Bah voilà, Guy, c'est gagné. Vous êtes gentil, c'est une bonne surprise. Merci beaucoup. Voilà. Et merci pour votre question. Alors d'ailleurs, vous, les auditeurs de Sud Radio, vous nous dites, vous répondez pour l'instant à la question, faut-il généraliser les tests ADN? Vous dites oui à 57%, ce qui n'est pas énorme. Alors Philippe Deveul. Oui, moi je comprends tout à fait, c'est la crainte aux libertés fondamentales, de secret auquel tant veulent les gens, ce qui est compréhensible, mais il s'agit quand même d'actions criminelles, il s'agit d'actions délinquantes. Oui, il y a extrême urgence. Il y a extrême urgence. Donc, quelque part, quand on n'a rien à se reprocher, bah, on n'a pas de souci avec cette atteinte à la liberté, si cela permet de découvrir quels sont les fautifs, hein, les responsables, les mises en cause, avec des preuves incontestables, irréfragables, comme on dirait. Mais d'un autre côté, dans la pratique, on peut avoir parfois des empreintes ADN révélées dans des affaires. J'ai eu un cas récemment d'assises il y a à peu près un mois sur des agents publics qui ont été brûlés avec des cocktails Molotov, et parmi les quatre accusés, 2 ont été condamnés et 2 ont été acquittés, et parmi un qui est acquitté, il y avait un ADN sur une bouteille de cocktail Molotov. Ouais. Bon, il a dit j'étais pas là le jour-là, j'ai peut-être touché la bouteille, machin, etc. Donc c'est pas assurément parce qu'il y a l'ADN qu'on va obtenir la condamnation d'un présumé mis en cause. Ouais. Maintenant, il faut relativiser les choses, mais je pense que dans la manifestation de la vérité, tous les moyens doivent être donnés pour faciliter la preuve pour l'enquêteur. Ouais. Voilà, c'est mon avis. Tom Conan, moi j'en ai parlé, c'est l'idée d'ailleurs qui m'a été donnée par des enquêteurs, par des policiers, mais ils s'arrachent les cheveux. Déjà que c'est dur, ça coûte cher à tout le monde et ça prend du temps, quoi. Non, mais c'est que c'est un débat qui est très compliqué, qui a été très bien posé. Mais après, la crainte, je la comprends aussi. Évidemment que le coût pour la société, à la fois budgétaire, puisque ça coûte de l'argent, et en termes de temps pour faire avancer les enquêtes, tout ça, évidemment, c'est un coût social et un coût financier qui est potentiellement très important. Mais ça, quand même, ça doit être mis en balance parce que un État n'est pas une entreprise privée, donc ne doit pas être géré uniquement à l'aune de la minimisation des coûts et de la maximisation de l'efficacité, mais aussi à l'aune de certains nombres de principes, en effet. Et c'est vrai que l'idée d'un fichage, pas généralisé, mais voilà, qui pourrait prendre effectivement ce biais-là pour arriver à un fichage progressif d'un peu tout le monde, en tout cas de personnes qui de près ou de loin, parce que c'est simple, etc. Vous faites la carte d'identité, et après presque tout est résolu, presque. Mais c'est vrai que voilà, je comprends aussi cette crainte-là. J'ai pas du tout les compétences techniques pour voir toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur un plan justement moral, éthique, etc. Mais je comprends que ce soit quand même compliqué. On est un pays effectivement qui est attaché à la préservation des droits, des libertés. Et voilà, toute idée de fichage généralisé, même au service de l'efficacité des actions en justice et même des actions pénales, je comprends que ça soit quand même au moins une question. Après voilà, peut-être qu'il s'agit d'évoluer et de faire un cadre qui soit quand même plus efficace pour les services en question. Alors concluons avec Guillaume Vogt, qui a vraiment la gentillesse, grand chercheur à l'INSERM, et qui se bat donc justement à l'INSERM. Non, je ne sais pas, mais... Ouais, si, je le dis. Non. Alors en guise de conclusion sur ce qu'on vient de dire, Guillaume Vogt. Voilà, je rebondis sur ce qu'il a dit et sur le fait de commencer le fichier. Le gros problème, c'est qu'il a déjà été fait à une hauteur de 1 milliard. Ouais. On a fiché 3 millions de personnes de la criminalité. Et croyez-moi, avec 3 millions de personnes, si on avait les empreintes ADN, ne serait-ce que des milliers de marqueurs, on pourrait faire de la généalogie génétique et on retrouverait exactement le cousin de quelle famille, etc., juste avec ce fichier. Donc ce qui est très dommage, c'est qu'on l'a fait, ce travail. Mais on l'a mal fait par souci de ne pas des libertés individuelles, de prendre 10 marqueurs qui n'étaient surtout pas codants, qui n'emmenaient à rien. Donc le point, c'est que dès maintenant, on devrait aujourd'hui conserver une trace d'ADN, ça ne coûte rien puisqu'il y en a 2 qu'on a,
et attendre si la loi va changer dans 5 ans ou 10 ans devant les abominations que certaines personnes font. Je pense surtout aux affaires de viol. Quel beau témoignage. Merci Guillaume Vogt, chercheur généticien à l'INSERM. Alors, je veux juste dire que l'ADN, c'est tellement magique qu'on peut lire éventuellement, en voyant les codages, si une grave maladie attend une personne. Et donc, ça permettrait, en sachant ce code ADN, de pouvoir anticiper une maladie. Ça sera l'objet d'un autre débat. Et on vous réinvitera, cher Guillaume Vogt, sur Sud Radio. Ah oui, vraiment. Merci. Sujet très intéressant. Dans un instant, on parle politique.